Et il est temps d'accueillir notre invité. RMC, l'invité des grandes gueules. Et c'est Laurent Jacobelli, député RN, qui a été réélu dimanche dernier en Moselle. Bonjour. Bonjour à vous, bonjour aux grandes gueules. Jacobelli face aux grandes gueules. On vient d'apprendre la démission de Monsieur Penel. Alors, qui est Monsieur Gilles Penel? C'était le directeur général du Rassemblement national. C'est lui qui était notamment le principal artisan du plan Matignon du RN. Bon, un plan Matignon qui a fait pchit. C'est pour ça qu'on lui a demandé de démissionner? Non, je crois pas. Je crois que Gilles Penel a démissionné aussi parce qu'il va être député européen et qu'au bout d'un moment, il y a une charge de travail. En revanche, est-ce qu'on va revoir en profondeur notre structure, nos modes de fonctionnement pour que des erreurs ne se reproduisent pas? Oui, bien sûr. Vous reconnaissez les erreurs? Il y en a eu. Lesquelles, par exemple? Vous savez très bien qu'il y a des candidats qui n'avaient rien à faire avec le logo Rassemblement national. Pourquoi ils étaient là? Alors, je vais vous expliquer. Il n'y en a pas eu tant que ça, finalement, par rapport aux autres partis. Je veux dire, tous les partis, quand il y a 577 candidats à trouver, plus 577 suppléants, peuvent faire Oui, mais des vous erreurs de aviez casting. dit, au RN, on est prêt. Vous avez raison. Vous avez raison. On est prêt. On est prêt. Et on l'était. On avait nos 577 candidats. Je ne vais pas vous dire ce que vous savez déjà, c'est que le président de la République a dissous très vite, après la première élection, on sortait de campagne. Et vous savez, il y a toujours des ajustements. Il y a toujours une trentaine, quarantaine de personnes qui étaient investies, mais qui ont changé de vie depuis les 4 mois où ils ont été investis. Ils sont mariés, ils sont partis ailleurs, ils ont changé de boulot. Et il a fallu trouver parfois quelques candidats très vite. On a vérifié, mais vérifié trop sommairement par rapport à ce qu'on fait d'habitude. Ça ne travaille pas assez dans les fédérations du RN? Non, ça travaille. Mais là, on a vu qu'il y avait eu quelques cas. Moi, vous savez, je suis très à l'aise avec ça. Je regrette qu'il y ait eu ces cas, évidemment. Sauf que je suis assez heureux d'être dans un parti où dès que ces cas ont été révélés, nous les avons mis de côté. Vous les aviez il y a investis. d'autres partis qui ne l'ont pas fait. Chez nous, quand il y a une parole... Mais là, on va parler du RN pour l'instant. Mais je vais en parler. Quand il y a une parole qui n'est pas acceptable, c'est exclusion. Ailleurs, c'est promotion quand même. Nous, on n'a pas de député fiché S problème de casting pour apologie du terrorisme. Peut-être aussi, dans ce qui n'a pas marché, c'est aussi la campagne, une drôle de campagne menée par Jordan Bardella, qu'on n'a quasiment pas vu sur le terrain, qui a fait surtout des plateaux télé, alors que Gabriel Attal, lui, faisait 2 ou 3 déplacements par jour. Est-ce que ça n'a pas été une erreur? Écoutez, non, je crois pas. Je crois que Jordan Bardella a voulu être très pédagogue sur notre programme. Il y a eu beaucoup de fake news, il y a eu beaucoup peut-être de choses incomprises dans notre programme, et Jordan Bardella a voulu être très clair. Donc il est allé sur les plateaux de télévision quand on l'a invité, il ne s'est pas imposé, il a fait des débats avec... Toujours refusé. Il aurait pu aller sur le terrain, c'est ça que je veux dire. Il y a eu des cadres qui sont allés sur le terrain, nos candidats ont fait campagne. Vous savez, on n'a pas... conquis. Est-ce que vous n'étiez pas trop sûr de votre victoire? 10 millions de votes. Mais Charles Consigny disait, Jordan Bardella, il avait le melon finalement. Après sa victoire aux européennes, venant de Charles Consigny, je pense que c'est parole d'expert. Il se voyait déjà à Matignon. Est-ce que finalement, après le premier tour, vous avez fait un très bon premier tour, vous avez même, on va dire, gagné le premier tour. Oui, on a gagné. Vous êtes vu trop beau. Ça va vous paraître paradoxal. Vous êtes vu trop beau? Non, je crois pas. Regardez les chiffres. Ça ment pas en fait. C'est moins subjectif. Les faits sont têtus, comme disait Lénine. Exactement. Même si c'est pas ma référence préférée. On a fait un très bon score. On a fait un très bon score aux européennes. On a fait un meilleur score au premier tour des législatives. Et ce que vous n'avez pas vu, c'est qu'on a fait encore un meilleur score en termes de voix au deuxième tour. Oui, parce que vous étiez présent partout. Mais ça suffit pas. Sauf qu'on avait eu beaucoup d'élus au premier tour déjà, presque une quarantaine, et que donc ça réduisait finalement notre objectif. Et pourtant on l'a dépassé. Donc vous voyez, il faut voir les faits, comme vous l'avez dit. Oui, mais comment expliquer que vous passez des projections, on vous dit, le soir du premier tour, certains instituts de sondage vous promettaient même jusqu'à 300 députés, finalement vous finissez à 143. Que s'est-il passé? Même si ce que vous décrivez comme une défaite est une victoire, c'est pas celle qu'on attendait, je vais être clair avec vous. Voilà, je vais pas vous mentir, on va pas tourner autour du pot. Nous voulions avoir la majorité absolue pour avoir un gouvernement stable, autour de valeurs claires et un programme défini. Donc le plafond de verre est toujours là. Le Front républicain vous empêchera toujours d'arriver au pouvoir. Ça c'est factuel aussi. Ce n'est pas un plafond de verre. Je le répète, si les dés n'avaient pas été pipés par le président de la République, nous aurions eu la majorité absolue. Comment ça, les dés pipés? Mais je vais vous dire, le président de la République a changé les règles en cours de route. Il a dit je dissous pour que l'Assemblée nationale représente vraiment la population française et que tout soit clair. Or, en cours de route, il a dit que ce qui était hier infréquentable devenait fréquentable. Après, c'est les électeurs qui ont tranché. Les électeurs, dans la majorité, n'ont pas voulu du Front National, avec un jeu troublé. Quand vous avez les supports de M. Darmanin qui aident M. Philippe Poutou, quand vous avez des Black Blocs qui votent pour le centre droit, évidemment, les dés sont... mais ça, c'est ce qui s'est passé. Et face à cette mauvaise foi, eh bien maintenant, qu'est-ce qu'on a?
on a le chaos parlementaire. Impossible de faire un gouvernement. On est en train de chercher le plus petit commun dénominateur entre des gens qui n'ont rien à voir ensemble. C'est la gauche qui va aller au pouvoir. Mais vous vous rendez compte, les Français veulent plus de sécurité. Mais parce que vous avez plus à voir. Termine. Termine ma phrase si ça vous ennuie pas. Les Tu vas Français pouvoir poser veulent une question, Florent. plus de sécurité, moins d'immigration, plus de pouvoir d'achat. Si c'est la gauche, ils auront plus d'impôts, les fenêtres et les portes ouvertes à l'immigration. Donc les électeurs vont être et le cocus. désarmement de la police. Bref, c'est un gigantesque bras d'honneur aux électeurs et c'est vraiment pas ce qu'on souhaite. Alors Florent Guévali. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que cette campagne législative nous a montré qu'en termes d'idées, vous aviez rien de plus qu'un parti libéral de droite classique. D'ailleurs, il y a un site internet qui s'appelle jevottelobby.fr qui a montré vos 89 députés de 2022 à 2024 qui ont voté exactement dans les intérêts libéraux contre les super profits, pour la réforme des retraites. Enfin, en fait, vous êtes pour la réforme des retraites. Là, vous voulez plus. Vous avez changé d'avis, pardon, Non, sur la réforme des retraites. C'est une radio sérieuse. Excusez-moi, on ne peut pas dire n'importe quoi. Je Nous vais n'avons pas préciser voté que pour la réforme des retraites. Vous avez changé d'avis sur la réforme des retraites. Non, on a voté contre. Non, mais là, vous ne voulez plus l'abroger. Ben bien sûr que si. Enfin, vous voulez abroger la réforme des retraites? Mais bien sûr, Jordan Bardella a été très clair. S'il avait été Premier ministre, il le faisait dès octobre. Et nous sommes clairs maintenant. Donc est-ce que vous aiderez la gauche à abroger la réforme des retraites? Je ne le dirai pas comme ça, mais s'il y a une réforme qui nous dit on abroge la retraite, attendez, on abroge la retraite sans condition farfelue derrière, nous avons toujours été très clairs avec les électeurs. Vous pourriez voter avec le nouveau Front populaire. Mais peu importe avec qui nous voterons. Non, mais parce qu'il va falloir choisir, chercher des majorités. Vous savez, nous, contrairement aux autres, nous ne sommes pas sectaires. Quand un projet de loi nous paraît bon, on le vote. Quand il nous paraît pas bon, on le vote pas. Donc si demain, l'abrogation de la réforme Macron sur les retraites nous est proposée, bien sûr, nous la voterons. Une fois encore, s'il n'y a pas des conditions incroyables de la France insoumise à côté. Ma question, c'est si du coup sur les questions économiques et sociales, vous êtes en fait proche de la droite, voire du centre-droit, sur un programme libéral classique. Ce qui vous distinguait, c'était une forme de xénophobie que vous avez l'air maintenant de nier. En fait, est-ce que, ma question, vous êtes un parti de gouvernement à partir du moment où il y a les Français qui vous disent non sur la partie raciste et xénophobe, et que sur la partie économique, il reste rien de plus que le centre-droit? Alors d'abord, je vous appellerai en toute amitié, avec beaucoup de respect, de mesurer vos propos. Vous parlez de racisme et de xénophobie. Je pense que insulter 10,5 millions d'électeurs, c'est votre choix, mais c'est peut-être pas tout à fait Rassemblement conforme. national du parti. Vous savez, moi j'assume nos réformes et celles que les Français veulent à 75%. Apparemment, c'est la réforme sur l'immigration et le droit du sol. Il n'y a rien de raciste là-dedans. Sinon, 95% des pays de la planète seraient racistes, y compris la Suisse. Je parle plutôt des bavures des candidats aux législatives que vous dénoncez. Donc tout cela n'a pas de sens. Vous dites que nous sommes ultra-libéraux. Alors les mots ont un sens. Nous sommes à la fois ferme sur le régalien et pour une France fraternelle. Une France fraternelle, c'est quoi? C'est évidemment ne pas faire cette réforme des retraites d'Emmanuel Macron, c'est ne pas réduire les indemnités chômage comme c'est proposé de le faire, et c'est aider à l'augmentation des salaires, notamment par une mesure très claire et très simple, qui je crois n'est pas ultra-libérale, c'est juste une mesure de bon sens. Quand un chef d'entreprise augmente de 10% les salaires de ses salariés, ces 10% sont exonérés de charges patronales. Donc vous voyez derrière l'excès des mots avec lesquels vous jouez, c'est votre droit, et c'est finalement ce qui met un peu de sel à cette émission, il y a des réalités. Et ces réalités, elles sont très loin de ce que vous décrivez. Je crois que les Français l'ont compris. Pour répondre à votre question très calmement et très sereinement, oui, nous sommes un parti de gouvernement. Un parti de gouvernement parce que nous, on a un programme clair. On n'est pas prêt de vendre notre âme pour un Marocain. On n'est pas prêt à travailler avec des gens avec lesquels nous n'avons rien en commun, simplement pour se faire élire, comme l'a fait la gauche, qui s'est déshonorée. Ah, donc vous n'avez pas rien en commun avec la candidate qui avait une casquette SS sur la tête? On l'a viré. Moi, j'aurais aimé qu'on vire le candidat de la France insoumise qui disait que les Blancs étaient des êtres inférieurs et qu'il fallait attaquer les Juifs. Lui, il a toujours été candidat. La suppléante de M. Coquerel qui dit nique les Français et qui nous insulte à longueur de temps. Elle est suppléante. Et si M. Coquerel est appelé à d'autres fonctions demain, elle sera députée. Moi, j'aimerais que tous les partis de la Terre agissent avec autant de clarté que nous. Si un candidat ne respecte pas nos valeurs, c'est dehors. Eh bien, c'est pas la même chose chez d'autres, notamment chez vos amis de la France insoumise. Ouais, Didier Giraud. M. Jacobelli, est-ce que du coup, ce que certains appellent cette défaite, mais que vous appelez la non-victoire de Bardella, c'est pas aussi la victoire de Marine Le Pen et le renforcement de Marine Le Pen? Enfin, autour de ces micros et de ces plateaux, l'ascension de Bardella, la campagne européenne et derrière le premier tour, certains s'interrogeaient de est-ce que le candidat pour 2027 ne devenait pas Jordan Bardella? Est-ce que du coup ce coup d'arrêt là, ça le ramène pas un peu à ses sergetudes de 28 ans? Et oh, Anaïs, on t'entend. C'est Anaïs Sens qu'on vient d'entendre sur le plateau. Voilà, c'est ce qu'on appelle. C'est perturbant. Hein, oui, c'est perturbant. On a cru qu'il y avait une alerte attentat. Non, c'est Anaïs Sens, c'est l'alerte Sens.
Mais c'est ça le du direct, coup, c'est la voilà, magie. est-ce que ça renforce pas Marine Le Pen pour 2027 en fait? Écoutez, je suis un peu étonné de votre question. Nous, on a toujours été très clairs. Notre candidate naturelle et légitime pour 2027, c'est Marine Le Pen. Donc, je ne vais pas vous dire aujourd'hui l'inverse. Oui, mais c'est effectivement Marine Oui, Le mais Pen. elle sera battue. Parce qu'elle est battue à chaque fois. Non, mais je regarde les élections. Elle a été battue en 2017, elle a été battue en 2022. Là, vous venez d'être vous avez perdu également à cause du Front républicain. Il n'y a pas de raison que, malheureusement pour vous, qu'en 2027, ce même Front républicain va se mettre en place, marchera et empêchera Marine Le Pen d'aller à l'Élysée. Il y a beaucoup de questions. Je crois qu'il va y avoir entre 1 an et 3 ans avant la prochaine élection présidentielle. Ça peut arriver à tout moment maintenant. Exactement. Mais pendant ce temps que personne autour de la table n'est capable de définir, il va y avoir un gouvernement, une espèce de patchwork entre des gens qui ne pensent pas pareil et qui vont trouver le plus petit dénominateur commun. C'est-à-dire qu'on ne va pas être gouverné, on va être administré, tout simplement. Sans réforme, sans projet, sans répondre aux urgences, l'urgence du pouvoir d'achat, l'urgence de la sécurité, l'urgence de l'identité. Et donc, dans 3 ans, on fera le bilan. On fera le bilan de tous ceux qui se sont unis autour de rien pour travailler ensemble. Et puis on leur dira, c'est votre bilan contre notre projet. Eh bien moi je crois que cette étape qui fait qu'à chaque fois on augmente le nombre d'électeurs, à chaque fois on a plus de députés. Excusez-moi, mais si on s'était vu il y a 2 ans et que je vous avais dit nous aurons 143 députés, vous seriez parti d'un éclat de rire et vous auriez dit on lance la pub et on retrouve Laurent Jacobelli après qui va nous raconter des blagues. Or aujourd'hui c'est vrai, c'est la réalité. Donc vous pouvez regarder ça avec un sourcil en accent circonflexe. Moi je regarde les chiffres. Voilà, les chiffres montrent que là, le Rassemblement national... vous pariez sur l'échec de ce qui va se passer pendant 2 ans. C'est un échec programmé, parce que le vide est condamné à l'échec. Peut-être que la coalition, les Français vont trouver ça formidable, une coalition. Alors on n'y est pas encore, parce que pour l'instant on est plus vers un gouvernement de gauche, mais peut-être que dans un deuxième tour, on aura une coalition qui ira d'une partie de la gauche jusqu'à la droite. Une coalition Vous savez comment ça s'appelle ? Il y a une coalition qui existe dans beaucoup de pays européens. On a d'ailleurs un peu une exception, nous, en France, puisque on est un des rares pays qui n'y a pas de coalition. Et peut-être que les Français trouveront ça très bien, des gens qui travaillent ensemble sur des projets. Ça s'appelle En Marche version 2. En Marche, c'était quoi? C'était une coalition de parti, là. En Marche, c'était un jeune homme ambitieux qui attirait à lui tous les carriéristes et les opportunistes de droite, du centre et de gauche. Des accords entre partis. Et aujourd'hui, ils sont en train de nous dire quoi? Mais on a une idée géniale. Si on réunissait les opportunistes de droite, les opportunistes de gauche et les opportunistes très bien du centre. que M. Jacobelli, une coalition, c'est pas ça. Une coalition, c'est pas ça. Des opportunistes. Si demain il y avait un gouvernement... Ah non, c'est du courage. Parce que croyez-moi... Là, c'est du courage. Si demain il y avait un gouvernement... Excusez-moi, croyez-moi, c'était un pari sur l'avenir beaucoup plus courageux. Il aurait pu, comme d'autres républicains, se mettre au chaud dans sa tanière, dire « je laisse passer la tornade, on verra bien ce qui se passe et j'agirai après ». Lui, on s'est allié avant. Moi, ce que je trouve pas courageux, c'est notamment ce qui va se passer, parce que je vous le dis, c'est ce qui va se passer, ces socialistes qui se font élire avec Mélenchon et qui finissent avec Macron. Ça, c'est pas très courageux. C'est d'abord, on se fait élire avec ceux qui gagnent. Non, ça s'appelle l'intérêt personnel. Ça s'appelle la soupe, ça s'appelle la gamelle. Je les vois de Macron. J'aimerais juste relater 2 petites choses. La première, c'est que Bernard Tapie avait parfaitement illustré il y a quelques années ce qu'est au fond le Front National, et je pense qu'il a raison. Vous avez une croûte, et cette croûte, elle a représenté 10% de celles et ceux qui se sont présentés dans les 577, c'est-à-dire une cinquantaine. Non, beaucoup moins. C'est une cinquantaine, c'est ce qui a été relevé. Une dizaine. Mais c'est toujours de trop. Ce sont des gens qui sont profondément racistes, profondément homophobes, profondément antisémites, profondément... tout ce que, au fond, n'est pas la France. Et deuxième point, il y en a même plusieurs, mais deuxième point, vous avez vendu, votre âme aux Russes. Ça a été je peux terminer mon propos, je vous ai pas coupé. Oui, mais ça a été prouvé que c'est faux. Mais la justice qui vient d'ouvrir une enquête, je suis convaincu, notamment sur le financement de Marine Le Pen, dont on ne parle pas dans les médias aujourd'hui, qui vient d'ouvrir une enquête sur les comptes justement de campagne de 2022, je suis convaincu qu'elle arrivera à démontrer que vous êtes vendu aux Russes. Je vais vous donner un exemple concret. Je vais vous donner un exemple concret. Je vais vous répondre parce que c'est très grave comme accusation et c'est très faux. Alors, une candidate Stéphane, tu termines les réponses de Laurent Jacobelli, qui est l'épouse de Gilles Rémy, qui est juste le mec qui vous a corrompu à droite. Et c'est en 2017, vous avez signé un accord de second tour où il y avait Florent Philippot, où il y avait Nicolas Dupont-Aignan qui était présent, et vous avez signé chez ce type un accord du second tour. Ce mec-là, il a eu la plus haute distinction de Vladimir Poutine en 2017, je crois, des mains de Vladimir Poutine. Je vais répondre. Donc vous êtes sous perfusion de la Russie. Et Nézat Rémy habite non pas dans le Val d'Oise, mais à Paris 17e.
Monsieur Manigol. Voilà les candidats que vous avez. Monsieur Manigol. C'est la vérité. Monsieur Manigol, taisez-vous. Laurent Jacobelli. D'abord, ça s'appelle de la diffamation et tenez-vous prêts parce que non, mais nous, répondre par contre. Alors, on va écouter toutes la les réponse. attaques sont fausses. Ça fait 5 minutes que vous racontez n'importe quoi. Je vais me permettre de vous répondre. Sur les comptes de campagne, on a appris par la presse, ce qui est déjà assez surprenant, qu'il y aurait une enquête sur nos comptes de campagne. Je rappelle en que 2022. Ces comptes de campagne ont été validés puis remboursés par la CCNCFP, excusez-moi, je l'ai dans le désordre, je crois, qui est la commission des comptes de campagne. Donc ils ont tout vérifié et ils ont tout remboursé. Deuxièmement, le prêt a été validé, qui n'est pas du tout un prêt russe en 2022, validé et remboursé. Tout cela a été fait très clairement. Cet article 40 qui a été déclenché par la CNCCFP l'a été sur plusieurs parties. Voilà. Donc nous verrons bien. Mais pour l'instant, tout a été validé. Donc ce que vous dites qui sont des présomptions, qui sont des élucubrations, pour l'instant, ne repose sur rien. Deuxièmement, il y a eu une commission d'enquête à l'Assemblée nationale sur les ingérences étrangères pour les partis politiques. Le directeur menée par une rapporteure qui était de la majorité présidentielle. Oui, il y a une commission. Oui, tout à fait. Le directeur des renseignements généraux intérieurs, a dit « Il n'y a aucun lien entre une puissance étrangère et le Rassemblement national. » Après, vous pouvez aller de plateau de télévision en plateau de télévision, répéter les éléments de langage de vos amis de la Macronie. Non, alors, ça n'en fera pas la vérité. Mais vous répondez pas précisément sur Nejla Rémy. Mais parce que je ne sais pas avec qui elle fréquente, et je m'en fiche d'ailleurs. Vous savez, c'est pas interdit de parler à quelqu'un qui parle russe. C'est pas pour ça qu'on est en collusion. Aujourd'hui, tous les partis politiques ont des liens. Viktor Orban, c'est... Prouvez-le. Alors maintenant, c'est un Espagnol qui aime l'Europe. Mais maintenant, prouvez-le. C'est un chef d'État, monsieur. Nous, on parle au chef d'État. Vous faites de la diffamation. Vous faites de la diffamation. En quoi j'ai fait de la diffamation? Madame Nejla Rémy, qui s'est présentée sous votre bannière, qui est dans le Val d'Oise, habite Paris 17e. Pardon. Gilles Rémy, il a été mis en examen justement par ses liens qu'il a avec la Russie. Non mais attendez. Il a été écarté même par le gouvernement français parce qu'il était représentant. Monsieur. Vous êtes alimenté par les éléments de langage de la Macronie. Vous alimentez, pardon. Non. Allez, vous dites n'importe quoi. Vous dites n'importe quoi. Les Russes ont inondé nos réseaux sociaux dégradantes vers mon pays. Quand on aime notre pays, on ne vend pas. On ne vend pas son derrière aux puissances étrangères. Jacobelli. Non, on ne peut pas laisser dire sur un plateau de radio et de télévision n'importe quoi par quelqu'un qui n'a aucune information, qui n'est lié ni au milieu judiciaire, ni au milieu politique. Quelqu'un qui fait de la diffamation en plateau. 4 pages dans le challenge. Toutes les enquêtes. Et alors 4 pages. Et alors, ça en fait la vérité. Une source. Vous remettez en question les sources journalistiques? Moi, ce que je ne remets pas en cause, c'est la justice. La justice a enquêté. Il n'y a aucun lien entre le financement du Rassemblement national. On continue à en parler dans un instant. Vous mentez. Vous êtes, on le sait très clairement, vendu à la Macronie. Vous venez de le prouver. Votre parole est disqualifiée. Quand on soutient l'intérêt du pays, on est vendu. Par contre, vous faites des coalitions. Macron, c'est pas l'intérêt du pays, c'est la fin. Face au GG, Laurent Jacobelli, le député RN réélu en Moselle. On essaie de comprendre pourquoi le Rassemblement national, qui pouvait obtenir la majorité absolue, voire relative, finalement a terminé 3e dimanche soir. Laurent Jacobelli, visiblement, à l'Assemblée nationale, maintenant il y a une autre bataille qui se met en place, c'est la bataille des postes, notamment des vice-présidences, et la gauche, qui sort renforcée de ces élections, a bien l'intention de vous empêcher d'avoir ces vice-présidences. Je crois savoir que vous aviez 2 vice-présidences à l'Assemblée nationale dans la législature passée, mais là, visiblement, ils veulent faire barrage. Une drôle de vision de la démocratie quand même, c'est-à-dire priver 10 millions d'électeurs, priver le premier groupe de l'Assemblée nationale, car nous serons le premier groupe demain dans l'hémicycle, de représentants. Ça paraît quand même étrange pour ceux qui ont fait une union, soi-disant, pour défendre les valeurs républicaines. Je crois qu'on n'a pas la même définition des valeurs républicaines. Selon la gauche, donc, soit tu penses comme moi, soit tu te tais. Ça fait froid dans le dos. En plus, c'est mépriser l'Assemblée nationale, puisque l'article 10, je crois, je ne voudrais pas dire de bêtises, du règlement intérieur de l'Assemblée nationale dit que dans les postes, il doit y avoir une juste représentation des équilibres politiques. Ce qui veut dire qu'il serait prêt à bafouer l'esprit des institutions et bafouer les règles démocratiques simplement pour se faire plaisir. Si j'ai bien compris, mais peut-être j'ai mal lu les résultats des élections législatives, je ne crois pas que la gauche ait fait 100%.
Voilà. Je ne crois pas que les Français ont demandé à être en République socialiste soviétique. Je ne crois pas que les Français ont dit on arrête avec la Ve République et on rentre dans un régime nord-coréen ou vénézuélien. Je sais que ça fait rêver certains à la gauche de la gauche, mais je ne crois pas que ça soit le modèle que les Français veulent. Donc je crois qu'il faut respecter les équilibres politiques. Je l'ai dit tout à l'heure et je l'ai admis, nous n'avons pas eu le score que nous voulions la majorité absolue, nous ne l'avons pas. Je le regrette pour la France. Mais pour autant, vous restez le premier parti à l'Assemblée nationale nous en sommes nombre le premier de parti, sièges. nous aurons 143 sièges et je crois que ça va être compliqué de faire un bras d'honneur à 10 millions, plus de 10 millions d'électeurs. Alors Romain est avec nous. Tous les cas, vous excluez d'être dans un gouvernement de coalition, quel qu'il soit d'ailleurs? Oui, et c'est pour ça que Jordan Bardella avait dit si je n'ai pas la majorité absolue, je ne serai pas Premier ministre. C'est une drôle conception de la démocratie, parce que quand on prétend arriver au pouvoir, quand on est député, on n'est pas député de son parti, on est député des Français. Vous avez raison. Donc vous avez une drôle de conception, c'est-à-dire qu'en gros, vous dites ou j'ai les pleins pouvoirs, ce qui s'appelle ce qui s'appelle entre guillemets un peu une dictature, ou j'ai les pleins pouvoirs, ou j'y vais pas. Bah, ça veut dire que votre programme, vous n'êtes pas forcément à l'aise et que vous serez incapable de diriger le pays. Vous venez de le démontrer. Moi, ça me gêne. Je crois que je vais prendre un dictionnaire et je vais l'ouvrir à la page finesse et que je vais vous le donner. Parce que vous savez, quand on veut la majorité absolue, c'est pas une dictature. Simplement, on veut avoir les mains libres pour mener une politique. Nous, on a un contrat avec les Français. De toute façon, la Ve République a été faite pour ça, sauf que maintenant il y a 3 blocs. Il y en a qui gouvernent et il y en a qui sont dans l'opposition. Oui, mais sauf que le problème, c'est qu'il y a 3 blocs. Oui, mais vous avez raison. Peut-être qu'on n'aura plus jamais une majorité absolue. Nous, notre pacte avec les Français, c'est la fidélité. Ils nous ont dit, je termine juste mon raisonnement. Ils nous ont dit, on écoute Romain au 32-16. Grosso modo, ils nous ont dit, on veut plus de pouvoir d'achat, plus de sécurité, moins d'immigration quand ils votent pour nous. Si demain on est dans un gouvernement et qu'on ne peut pas appliquer le programme pour lequel ils nous ont élus, on va trahir les Français. Donc on préfère rester en retrait. Si c'est pour demain voter la retraite à 65 ans, si c'est demain voter la régularisation des sans-papiers, on trahirait nos électeurs, ce que l'on ne veut pas faire. Donc on ne critique pas le futur gouvernement d'avance, c'est pas à nous de le faire. Mais clairement, nous n'y participerons pas parce que vous serez dans l'opposition. Parce que nous serons dans l'opposition. Et prêt à voter une motion de censure le plus vite possible. On votera soit des motions de censure si elles arrivent et qu'elles sont adéquates, soit même des projets de loi qui ne viennent pas de chez nous mais qui nous paraissent bons. Donc on jouera le jeu démocratique à plein, mais nous ne voulons pas prendre les rênes ou participer à un gouvernement qui ferait l'inverse de ce pourquoi on a été élu. C'est une question de fidélité et de droiture. Romain est avec nous au 32-16, il nous appelle de Paris. Bonjour Romain. Oui, bonjour à tous et bonjour monsieur le député. Bonjour. Alors moi j'ai une question en fait pour vous. En clair, je vous explique. Moi je me bats depuis quelques temps pour expliquer que comme moi, on peut être électeur RN sans être quelqu'un de raciste, d'antisémite, de pédophile, de alcoolique, et qu'on peut même être quelqu'un de bienveillant et de plutôt sympathique et voter à la Rassemblement national. Ça existe comme 10 millions de personnes le font. Et donc moi je me bats à mon petit niveau, à mon échelle pour le faire comprendre. Je passe de temps en temps sur BFM pour le faire comprendre. J'espère un jour avoir l'honneur d'intégrer les grandes gueules. Parce qu'il faudrait peut-être c'est un acte de candidature. Non, mais moi ou quelqu'un d'autre, mais en tout cas que quelqu'un puisse représenter 10 millions d'électeurs quand même, parce que franchement, c'est hallucinant qu'on ne soit pas autant représenté dans les médias. Mais bref, monsieur Jacobelli, comment ça se fait que là, j'ai vu effectivement, on a paumé le second tour parce qu'on a sorti les candidats des brels avec des casquettes nazis. J'ai rien compris. Comment vous allez faire, vous, au sein du RN, pour venir chercher des gens, je ne vais pas dire de talent comme moi, mais en tout cas des gens mesurés et qui veulent vous aider. Voir des gens normaux, quoi. Alors, je vais vous répondre, et je suis pas loin de partager votre constat dans certains points. Je dirais que 99% de nos candidats correspondent au portrait que vous avez dessiné. Vous avez raison, il y a 1% qui ne correspond pas. Nous le regrettons et nous allons d'ailleurs réformer la structure et l'organisation du mouvement. Jordan Bardella l'a dit, un certain nombre de cadres l'ont dit, pour faire en sorte qu'on soit encore meilleur dans la sélection. Sincèrement, et une fois encore, c'est pas pour jouer à je te tiens et tu me tiens par la barbichette. L'histoire récente a montré que c'était vrai dans tous les mouvements. Mais nous, on prend les conclusions qui s'imposent. On va travailler dans ce sens, vous avez raison, parce que c'est le devoir que nous avons. Je crois qu'il faut arrêter avec ces images d'Épinal qui, entre nous, ne marchent plus. C'est-à-dire que parce qu'on n'est pas capable de débattre sur le fond avec nous, parce que ceux qui sont passés au pouvoir depuis 40 ans sont incapables de défendre leur bilan, alors, vous savez, c'est la vieille technique de l'ultra-gauche. Vous qualifiez de fasciste celui qui n'est pas d'accord avec vous, comme ça rompt le débat. Oui, mais et monsieur Manigold fait ça très bien. Non, et donc, on ne parle plus du fond. Parce que vous voyez, avec ce type de propos qui amènent le débat là où il ne devrait pas aller, on ne parle pas des éléments concrets, on ne parle pas des Français. Laurent Jacobelli. Et donc, dimanche, puisque vous m'apostrophez, vous pouvez quand même intégrer que ce soit vous ou la LFI, vous avez quand même cette particularité qui s'appelle la violence. Ah bon? Les débats sont violents, mais on le voit. Vous avez quand même un socle. Non. Cette croûte.
route, qui est ultra violent sur les réseaux. Le seul qui a été insultant et violent autour de cette table, c'est vous. Si c'est un délit, il n'y a pas de problème. La justice se prononcera, j'ai aucun sujet là-dessus. Non, mais là, c'est pas intéressant, parce que si vous parlez entre vous, c'est pas intéressant. Laurent Jacobelli, néanmoins, dimanche soir, ce qui a fonctionné dimanche, pas que dimanche soir, les résultats, mais dimanche, c'est que la rediabolisation du Rassemblement national a fonctionné. Alors que pendant des mois, voire des années, Marine Le Pen a effectivement donné un autre visage au Rassemblement national. Comment vous l'expliquez finalement? Moi, je relativise vos propos, honnêtement, et je le fais sincèrement. Je pense que le nombre de voix, le nombre d'élus que nous avons, le nombre de candidats, regardez bien les chiffres, qui sont entre 48 et 50%. Il est assez énorme et la marge, elle est très faible pour passer de l'autre côté et du côté de l'élection. Donc je ne crois pas que notre image soit si écornée que ça. Oui, mais dans un scrutin majoritaire à 2 tours... Je termine juste. Oui. On peut parler des candidats et du profil de certains candidats qui montrent bien qu'on a aussi beaucoup augmenté, j'allais dire, la qualité. On a beaucoup de gens qui étaient dans la haute fonction publique, on a beaucoup de gens qui ont un parcours exemplaire. Je pourrais citer, et vous les connaissez d'ailleurs, un certain nombre de candidats. D'accord, mais Laurent Jacobelli, dans un scrutin majoritaire à 2 tours... Quand vous êtes seul, que vous n'avez pas de réserve de voix, c'est très compliqué d'obtenir la majorité absolue. Et c'est ce qui vous est arrivé dimanche. Oui, vous avez raison. Et donc, nous allons en tirer toutes les conclusions. Je ne peux pas vous dire mieux. Vous savez, il y a 3 manières de réagir par rapport à un scrutin électoral. Il y a le déni. Ça, c'est en général la Macronie. On a tout fait bien. On ne comprend pas ce qui se passe. Les Français ne nous ont pas compris. Il y a la promotion. Tu es un candidat antisémite, tu es un candidat homophobe, eh bien on va te promouvoir, surtout si tu es fiché S. C'est pas ma question. Ma question n'allait pas sur les candidats. Ma question allait sur votre stratégie. Vous avez refusé, par exemple, la stratégie... dès le lundi pour réfléchir. D'accord, mais vous avez refusé la stratégie de l'union des droites. C'était celle que défendait Éric Zemmour. Mais finalement, ça lui donne pas tort ce qui arrivé dimanche, c'est-à-dire que seul vous n'arriverez pas à aller au pouvoir. Si vous aviez travaillé peut-être une alliance avec la droite, les LR, peut-être que vous auriez, oui, vous avez essayé avec Ciotti, mais Ciotti est arrivé tout seul. Oui, mais il est arrivé tout seul, Ciotti. Les autres sont restés sur le quai. Il a monté à bord du train, mais les autres sont restés sur le quai. Alors posez-leur la question à eux. Mais pas à nous qui avons tendu la main. Non, parce que vous avez vous-même dit, on se débrouillera, on n'a pas besoin d'accord. Vous avez rejeté Éric Zemmour. Un mariage, ça se fait à 2. Un mariage, ça se fait à 2. Donc, mais il faut faire un pas chacun. Mais on a fait un pas d'ailleurs, Éric Ciotti. Vous avez du mal à laisser parler. Éric Ciotti a accepté. Marion Maréchal a même quitté le parti d'Éric Zemmour pour appeler à voter pour nos candidats et pas créer de dissension dans le camp patriote. Donc oui, il y a des gens qui ont fait la démarche. Il y en aura encore plus demain. Nous, vous savez, on veut gouverner avec tout le monde, donc on continuera à tendre la main. Merci Laurent Jacobelli face au GG.